Plus que 3 chapitres avant la fin du manga qui aura donné une carrière à cette chaîne. Donc la question n'est pas ici ma future reconversion en youtubeur One Piece, mais plutôt est-ce que pour moi comme pour vous, tout ça a valu le coup. Suivre pendant plusieurs années au moins l'œuvre de Gege Akutami nous a assurément donné énormément de moments mémorables. Mais au vu de l'arrêt imminent de la quête de réponse d'Itadori Yuji sur le sens de sa propre vie et la mort des autres, une question se pose. Est-ce que ce qui va s'en conclure sera satisfaisant pour nous lecteurs ? La réponse courte est probablement non. Aucune fin possible ne pourra mettre tout le monde d'accord. Donc si vous pensez le contraire, malheureusement cette vidéo ne va pas trop vous plaire. Car ici on va voir, ou plutôt prévoir, ce que Akutami voulait nous montrer au travers de Jujutsu Kaisen. Est-ce que toute cette histoire peut-elle bien se terminer ? Bon, tu t'en doutes, il va y avoir des spoils de Jujutsu Kaisen, mais si t'es sur cette vidéo en n'étant pas à jour, à tes risques. Pour mieux juger la qualité d'une fin, il faut revenir au commencement. Quels propos semblent avoir dirigé l'histoire depuis le début? Tout commence donc avec Itadori Yuji qui se pose qu'une seule et unique question suite à la perte de la seule famille qu'il a connue, son grand-père. Et ce sera la thématique qui dirigera le récit. Qu'est-ce qu'une mort digne ? Yuji peut-il trouver une justification à la perte de la personne qu'il a chérie depuis sa naissance et ainsi continuer d'aller de l'avant malgré tout? C'est donc ainsi qu'il décide de mettre sa force hors du commun au service des autres en partageant son corps avec le pire des fléaux, Ryomen Sukuna. Et la première chose que l'on remarque est l'incapacité des deux à se comprendre. Pourquoi l'un s'obstine à aider autrui et pourquoi l'autre cause mort et destruction sans se soucier des autres? Ainsi est lancée l'intrigue qui nous poussera à découvrir le monde de l'occulte et entrevoir les horreurs et conflits que chacun vit en son sein. Tout le long, Yuji avance malgré tous les nombreux traumatismes que cause la voie qu'il a choisi d'emprunter. Le postulat de base peut donc se résumer à une quête d'identité pour le protagoniste. Il n'a pas de grands rêves et n'est pas poussé par une forte soif d'aventure. Tout ce qu'il veut, c'est donner un sens à sa vie et surtout à sa mort, qui a été d'ailleurs décidé dès les premières secondes de son histoire. Donc est-ce que tout du long, Gege Akutami a continué d'explorer cette question sans vraiment en dévier? La réponse est plutôt non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est même totalement justifié, vu que tout ce qui va suivre sert plus d'élargissement à ce sujet qui n'est pas forcément le plus joyeux à raconter. Donc ce qu'il y a autour sert déjà en quelque sorte à le rendre plus divertissant grâce à tous les grands outils du monde du shonen neketsu dans lequel s'inscrit le style de l'histoire. À savoir des tournois, des arcs de sauvetage, le tout saupoudré de petits power-up et clichés du genre. Et bien sûr se concluant par le classique arc de guerre. Mais quand même à la sauce bien particulière de l'auteur qui aura d'ailleurs fait son succès. Ce qui permit au passage d'apporter à Yuji des visions de la mort et de la vie bien différentes au cours de l'histoire. On peut citer Megumi qui se voit comme un rouage ne vivant que pour les autres, Nanami qui vit une quête d'utilité, Nobara qui veut vivre sans regret, Todo qui parle d'héritage et j'en passe. Et c'est pour toutes ces expériences pour la plupart marquantes et pas dans le sens le plus joyeux qu'Itadori se forge en tant qu'individu. Et désormais il a évolué et nous offre sa propre réponse. Et donc quoi de mieux que de le révéler au travers du symbole du pinacle de l'exorcisme, l'extension du territoire. On en a déjà parlé sur la chaîne, chaque exorciste ayant atteint ce stade sont des individus ayant su affirmer leur forte vision du monde, étant capables de matérialiser leur psyché et de l'imposer à la réalité. Donc voir Itadori former un signe des mains et prononcer ces mots ne veut pas simplement dire qu'il a grandi en tant qu'exorciste, mais aussi en tant qu'être humain à part entière. Enfin, humain, vous m'avez compris. Et tout cela s'est cristallisé dans l'un de mes chapitres favoris de Jujutsu Kaisen. C'est même l'un des meilleurs, je parle du 265. Bien que n'ayant que les fondamentaux, Yuji matérialise inconsciemment la ville où ce dernier a grandi, là où il a passé les années les plus importantes de sa vie. Ce chapitre est une bouffée d'air frais au milieu de chapitres étouffants qui en aura fatigué plus d'un. Et comme on peut s'en douter, ce n'est là que pour préparer le climax de l'histoire. Ayant désormais les moyens de mettre fin à la vie de celui qui partageait son corps au début de l'histoire, Yuji voulait pouvoir s'assurer d'une chose, si la vie qu'il comptait ôter était tout aussi dénuée d'humanité qu'il semblait l'être. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, le roi des fléaux est bien un humain comme nous au départ. C'est seulement ses actes qui l'ont fait porter ce titre. Et cette conversation finale entre Itadori et Sukuna montrera leur différence la plus fondamentale, l'amour et l'empathie de son prochain.
Tous deux désormais voient la mort d'une manière ironiquement assez proche, car elle n'existe sans réellement d'échelle de valeur. Seul celui qui nous quitte peut vraiment en décider, même si la seule différence c'est que Sukuna, lui, ne la différencie pas car il ne ressent rien. Aucun individu n'a de valeur à ses yeux une fois mort. Et ça c'est quelque chose qu'Itadori ne peut pardonner, car maintenant qu'il a compris qu'il ne peut pas choisir la mort qui convient aux autres, il ne lui restait plus qu'à s'assurer des positions du roi des fléaux sur le sujet. Ce qui donne un chapitre fort aussi bien pour l'évolution d'Itadori comme celle de Sukuna. Car avec ça, c'est la première fois de sa vie que le seul pouvant être honoré selon l'auteur sera pris de haut, vu comme pouvant être pris en pitié. Et c'est là qu'on retombe sur l'aspect très complémentaire distillé sur toute l'œuvre des deux alter-ego. L'un valorisant toute vie et l'autre la dénigrant ne pouvaient qu'être les seuls pouvant conclure la réflexion qui a amorcé l'histoire. Le message de l'œuvre aura donc été plutôt bien retransmis tout au long du récit, mais on ne serait pas là si le message était irréprochable dans son exécution. Bien que cette vidéo a pour but de relativiser les qualités et les défauts de Jujutsu Kaisen et sa fin, on se doit de réfléchir aux points qui peuvent subir des critiques assez justifiées, et pas juste conclure par un « c'est trop court ». On l'a un peu exploré ensemble en ce qui concerne le fond de l'histoire. Il y a globalement peu de choses qui ont été mal exécutées en prenant compte tout ce qu'il y a pu avoir depuis le début. En revanche, la forme, elle, est une chose plutôt discutable dans cet arc de la bataille de Shinjuku, ce qui rend donc le tout assez dissonant pour beaucoup. On peut prendre pour exemple la réception assez étrange du retour de Nobara. Dans les faits, on comprend totalement son utilité à la bataille, réunissant enfin le trio afin de vaincre l'antagoniste final. Mais dans le fond, est-ce que à cause de ça, sa mort à Shibuya conserve-t-elle le même sens désormais? Pareil pour le parallèle avec la scène face à Mahito. On sent une volonté de rappeler cette même avancée mentale qu'a eu le protagoniste lors de l'incident Shibuya, qui vient ici se rejoindre dans ses thématiques et conclure son évolution. Mais voilà, lâcher un « je suis toi » avec Sukuna, j'en comprends le sens, le roi des fléaux partage beaucoup de traits avec Yuji. Une naissance tortueuse sans l'amour de ses parents, jusqu'à même avoir factuellement une âme similaire. Sauf que leur seule différence, c'est donc ce qui a été évoqué au début de l'arc, l'amour. Nous montrant que finalement ce qu'il manquait à Sukuna ce n'était pas ça, vu que sans l'amour il n'aurait jamais été le roi des fléaux. Son rejet de l'amour est en fait ce qui définit son identité, sinon il aurait même fini comme la personne qu'il déteste le plus au monde. En fait, plus je vous en parle, plus cela me semble être une conclusion adéquate pour Sukuna, mais ça on en parlera plus dans une vidéo dédiée qui arrivera, je l'espère, un jour. Non, normalement cette année. Simplement, le problème sur cette fin du roi des fléaux, c'est que la forme semble un peu recyclée, ce qui rend donc le sous-texte un peu plus difficile à apprécier. On y sent limite une pointe de fainéantise dans l'exécution, ce qui nous laisse penser que ça aurait pu être mieux géré, avec une meilleure exposition des tenants et aboutissants de ce dénouement, comme par exemple le revirement de Megumi, qui tout comme Itadori fera évoluer sa vision des choses en miroir à celui qui l'a sauvé. Yuji, qui s'était efforcé à essayer de l'aider en retour, a enfin compris qu'il ne pouvait pas le libérer si ce dernier ne le souhaitait pas, chose sur laquelle le roi des fléaux s'appuie afin de pouvoir continuer d'exister en ce monde, car comme on le sait, il ne possède pas de véritable corps. Donc si son hôte retrouve l'envie de vivre, c'est au détriment de la nouvellement acquise du roi des fléaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait mis un point d'honneur avec tout ce passage sur le bain, l'assassinat de Tsumiki et du maître de l'hôte, afin que ce dernier renonce à toute envie de lutter. En fait, Sukuna y craignait juste le pouvoir de l'amitié. Et c'était justement le plan de la bataille de Shinjuku, réveiller la seule personne qui pouvait chasser l'exorciste le plus fort de l'histoire de cette ère. Enfin, sauf pour Gojo. Je crois que lui, il voulait juste montrer au monde son plein potentiel. Et c'est justement avec ça qu'on peut réellement critiquer le manque de temps pour exposer la résolution de cette histoire. Il aurait peut-être fallu quelques pages de plus pour définir plus clairement le revirement de Megumi, que désormais il a fait le choix de vivre de nouveau, reprenant les rênes et permettant à Sukuna de perdre l'emprise qu'il exerce sur son corps, donnant ainsi tout le poids du coup de Yuji qui sépare le roi des fléaux de son hôte. Pareil pour l'implication de Nobara, on sent une volonté de l'auteur à vouloir faire travailler de concert le trio, mais la forme est assez confuse, car malheureusement ce sera la seule fois où je pourrai comparer ces trois-là à l'équipe 7, et ce n'est pas pour la scène la plus réussie. Bref, dans la forme, ça a un peu une odeur de combat final face à Kaguya, alors que dans le fond, je trouve ça très réussi, excepté peut-être pour Nobara dont le retour peut venir entacher les éloges que j'ai faites sur sa fausse mort, où je soulignais à l'époque le fait que cela créait un message fort de la voir partir aussitôt dans l'histoire et de malgré tout garder la tête haute, en restant fidèle à ses principes. Elle était morte en vivant sans regretter. Sauf que la faire revenir, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle regrettait un peu finalement? Ou que parce qu'elle ne regrettait pas, elle avait eu le droit à une vie supplémentaire? Je vous laisse me répondre à cette question. Donc voilà, c'est un final qui fait sens, mais qui souffre de certains problèmes de mise en place.
Akutami devait estimer qu'on avait bien compris le message et pas besoin de trop se casser la tête. Et je vous vois, ceux qui comparent ce final à Emacha ou Naruto, on en est bien loin, vu que ces deux-là, leur problème réside plus dans le fond où le thème principal des œuvres ne semble pas avoir été si bien respecté que ça, alors que ce n'est pas le cas de Jujutsu. Et bien sûr, il faut qu'on parle un peu de notre regretté couple nouvellement formé, celui de Akari Kenji et Urome. On a eu moins de 20 pages pour illustrer leurs combats et interactions. Et quand on est fan du personnage de Kenji, c'est assez frustrant. Mais quand on voit le temps qu'il restait pour gérer l'histoire, le rôle de ces deux-là aura été quand même bien rempli. Tout ce qu'on aurait pu avoir de plus, c'est seulement de la bagarre sans vraiment de fond. Donc je me console par l'une des meilleures répliques du manga, où Urome souligne que s'ils ont gagné, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus forts, mais simplement chanceux. Et Akari, fidèle à lui-même, le prend pour un compliment. Ce qui fait que Kin restera jusqu'au bout le god qu'il pense être. Pour ce genre de point, on peut tous s'accorder sur le problème de la faible exposition de certains éléments de l'œuvre. Mais je vous arrête tout de suite, je me fiche de ne pas connaître tout le lore du manga ou de ne pas avoir eu chaque dixième de seconde d'un combat. Bien que pour rester sur le cas de Kin et Urome, ça aurait pu être un bon choix pour mieux rythmer la bataille. Un peu comme le combat entre Kenjaku et Takaba. Ça pourrait aussi servir à mieux nuancer les propos d'Urome lors de la bataille, qui déclare que Sukuna face aux autres exorcistes n'était même pas à fond. En soi, on peut comprendre ce qui peut lui faire penser cela à ce moment. Le roi des fléaux ne faisait que jouer avec plus faible que lui. Mais il faut quand même notifier que tous les dialogues suivants qu'il aura eu auront été « on a gagné », puis un « vous avez eu de la chance ». Et avec ça, ça fait soit passer Sukuna pour un clown, soit passer Urome comme un ultra qui s'est laissé aveugler par la situation. C'est plein de petits détails qui mis bout à bout justifient totalement certaines frustrations des fans. Mais c'est très bien de voir ce qui ne va pas. Sauf que la question qu'on devrait se poser, ce serait plutôt comment ça a pu finir comme ça. Bien sûr, ce serait un peu facile de résumer cela à une sorte d'incompétence de la part de l'auteur, ou simplement de la flemme, puisqu'il y a aussi un contexte bien plus complexe qu'on ne le pense, mêlant envie artistique d'Akutami et contraintes d'édition, vu que l'auteur semble plutôt du genre à ne pas vouloir s'étaler dans son histoire. La preuve, il prévoyait de terminer son œuvre l'année dernière. Surtout qu'on peut rajouter que cette histoire, c'est la réutilisation d'un univers qu'il avait déjà créé par le passé, où le récit était déjà terminé. Mais victime de son succès, cela a donné la sérialisation que l'on connaît, donc donnant pas mal de contraintes d'exploitation de l'univers qui je soupçonne d'avoir un peu lassé Akutami. Et ça se ressent dans son manque de clarté de certains éléments de son univers, à moins que ce soit juste dû à la perspicacité limitée du public trop habitué à vouloir tout savoir sans trop réfléchir. Alors oui, ça paraît un peu vexant vu que moi-même je m'attendais à avoir des révélations sur ça, sauf que relisez le manga et vous verrez que tout était déjà sous nos yeux, c'est juste que l'auteur s'est contenté du strict minimum, ce qui avec le recul rend pas très étonnant de ne pas avoir tant que ça sur l'histoire de Kenjaku ou les Reian. On a déjà le minimum requis dans le manga, sachant que ce ne sont que des éléments de lore qui ne viendront probablement pas changer l'intrigue ou encore moins le dénouement de l'œuvre. Quand bien même certains le pourraient comme le déclenchement de l'assimilation et donc la finalisation de la traque mortelle, cela n'aurait pas vraiment de sens, vu que cela serait synonyme de tuer tout le casting, donc il n'y aurait même pas d'affrontement face au fléau qui en résulterait. Donc à moins que vous vouliez voir Miguel et le peu d'exorcistes étrangers l'affronter, grand bien vous fasse. Moi personnellement je vais m'en tenir à ce qu'on a eu. Surtout que cela fait une bonne transition pour parler d'un problème assez paradoxal, car Miguel est l'exemple de ce qui a pu déranger certains lors de la bataille de Shinjuku. Le rythme était beaucoup trop ralenti par l'arrivée de plein de personnages secondaires. Bien que justifié, cela semble en avoir ennuyé pas mal, et qui remis dans le contexte de la fin imminente met en lumière que ces passages auraient pu être remplacés pour des sujets un peu plus intéressants. Mais la question, c'est lesquels? On vient d'en parler, rien de ce qui n'a pas été montré va rendre la fin meilleure. Le message final restera probablement le même, qui est oui, simple, mais qui fait sens avec tout ce qu'on a vu. Et non, voir Sukuna gagner à la fin n'aurait eu aucun sens non plus. Ça aurait pu choquer les gens lors de sa sortie, mais soyons sérieux, avec le recul, ça n'aurait eu pas vraiment d'intérêt. Après, je ne dis pas que ce n'est pas un scénario possible. Sauf que ça, c'est pas un truc qui se décide 5 chapitres à la fin. Sinon, ça aurait fini comme SNK. Mais réfléchir à ça peut mettre aussi en lumière certains soucis d'édition que l'auteur aurait pu rencontrer. On le sait, la Shueisha est du genre à vouloir essorer toutes leurs licences à succès. Avec eux, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait encore 10 ans de contenu de Dragon Ball en plus. Et au vu des statistiques stratosphériques de Jujutsu Kaisen, on peut se poser des questions sur les décisions éditoriales du Jump. Comme
Comme cité précédemment, Akutami souhaitait clôturer son histoire en 2023, sauf que son éditeur l'avait corrigé instantanément en ajoutant au moins un an de plus de publication. Ce genre de déclaration, ça peut tout dire. On peut soit interpréter que Akutami se surestime juste et penser pouvoir tout terminer dans l'année, là où un éditeur qui a beaucoup plus d'expérience voulait se montrer un peu moins optimiste. Ou alors on peut partir à l'opposé, vu que le magazine n'arrive pas encore à se renouveler, ça on en parle dans la prochaine vidéo, ils avaient peut-être déjà prévu de faire en sorte que l'auteur prenne un peu plus de temps, afin de pouvoir encore un peu profiter des statistiques de chaque chapitre, et donc changer son plan initial tout en essayant de rester cohérent, de ne pas faire trop de remplissage et retomber sur ses pattes malgré tout. Et ça, c'est un peu compliqué, n'est pas Toriyama qui veut. Je ne veux pas lancer des théories du complot, mais avouez que ça justifie un peu le passage où on te dit que Sukuna n'est pas à fond, mais au final pour ne rien en faire, parce que le sursis de l'auteur arrivait à son terme. À l'heure où je fais cette vidéo, il ne reste plus que 3 chapitres. Et oui, bien sûr, terminer aussitôt Jujutsu Kaisen à ce stade de l'histoire en a surpris plus d'un. Mais le problème ici, on l'a vu, c'est pas vraiment l'auteur. Toute œuvre existante est aussi imparfaite que chaque chose que l'on entreprend. L'important devrait être plus le message que l'on en tire, les moments vécus et pas ce qu'on n'a pas eu. Beaucoup, en tout cas chez les plus bruyants, ont calqué leurs attentes sur ce que l'œuvre avait à offrir, et Kenjaku est le meilleur exemple. Ils y voyaient le nouveau Aizen alors qu'il tient plus du Mayuri. C'est clairement dit, Kenjaku ne cherche qu'à se divertir jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si le problème est le fait que le personnage de Kenjaku est mal compris ou si ce n'est pas plutôt Aizen lui-même. Donc il en va de même pour l'assimilation, qui n'est qu'un jouet de plus auquel on a accordé bien trop d'importance, qui revient aussi à souhaiter la mort de nos héros pour pas grand chose au final. Et tenter de nous donner un aperçu de ce que ça aurait pu être pour les 3 derniers chapitres me paraît être une idée assez risquée, surtout que le chapitre 268 semble nous laisser entrevoir plus un temps pour se concentrer sur le sort de Yuta, qui a renoncé à sa propre intégrité afin de ne pas laisser son maître endosser tout le fardeau qu'il porte. Donc tout semble aller plus vers un dernier rebondissement avant l'épilogue de l'histoire. Pas vrai hein? Pitié faites que cette vidéo n'ait pas mal vieilli une semaine après sa sortie. Mais dans tous les cas, le problème qui viendra certainement entacher la fin de Jujutsu Kaisen, c'est que la vision de l'auteur semble bien trop différente de celle de beaucoup de fans. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'avoue avoir un peu contribué à ça. Mes vidéos sur le sujet sont présentées sous mon prisme, et comment je perçois l'œuvre, ce qui a pu en influencer certains. Donc si la fin n'est pas appréciée à sa juste valeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on sera un peu tous coupables. Mais ça, on ne le saura que dans un mois. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver pour parler une dernière fois de la fin de Jujutsu Kaisen. Je fais comme Yuji à la fin de la saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Parce que c'est un sujet qui va sûrement faire débat. Ça sonne sûrement mes dernières vidéos sur Jujutsu Kaisen, mais force est de constater qu'on aura fait quand même un chouette parcours. Ça veut pas dire que je vais arrêter les vidéos, mais j'espère que celle-ci permettra de discuter tranquillement de nos attentes. J'espère que ça s'est ressenti, je n'ai pas vraiment cherché à donner mon avis sur la fin, mais plutôt cherché à comprendre pourquoi ça a fini comme ça. Est-ce que c'était prévisible ou non? Donc vraiment, n'hésite pas à me partager ton avis là-dessus. En attendant la prochaine, on se retrouve sur Twitch et j'ai toujours pas d'idée d'outro. Tu sais quoi, j'ai même pas envie d'en faire.